Bonjour tout le monde. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui la campagne de prospection diachronique que j'ai réalisée dans le cadre de ma thèse de doctorat qui s'intitule « L'occupation du territoire et l'organisation des activités entre mer et montagne depuis la préhistoire, l'Alta Rocque, un espace anthropisé de plus en plus artificialisé ». Donc, le premier objectif de l'objectif tout simplement de cette communication, ça sera de vous présenter les différents vestiges qu'on peut retrouver au sein de deux axes de circulation secondaire de l'Alta Rocque. Donc, pour vous expliquer un peu comment va se dérouler la présentation, dans un premier temps, je vais vous définir le territoire d'étude. Dans un second temps, je vous présenterai les deux vallées qui ont été étudiées avec une petite analyse des données déjà existantes sur les cartes archéologiques. Dans un troisième temps, je vous présenterai pour un échantillon de sites et dans un quatrième temps, je conclurai avec la présentation des premiers résultats. Donc, l'Alta Rocque, c'est le territoire qui est étudié, mais comment est-ce qu'il est défini? Donc, l'Alta Rocque, c'est à la fois une entité administrative et historique. Aujourd'hui, c'est un territoire qui regroupe en fait 18 communes dans une intercommunalité avec 2 communes du bord de mer qui sont Conca et Sarre-et-Solenzar. Mais le territoire historique, en fait, c'est presque tout l'extrême sud, puisqu'il va s'étendre à l'est de l'anse de Faouté et jusqu'à l'embouchure du Ritsanesi à l'ouest, pour avoir après sa limite la plus au sud, ça va être le bassin bonifacien, et ses limites les plus au nord vont être du coup le plateau du Couchon, l'Alcoudina et les aiguilles de Baville. Alors, comme on peut voir déjà un petit peu sur la carte 3D, il y a plusieurs vallées qui composent l'Alta Rocque. La vallée du Ritsanese, c'est la vallée principale, et on va avoir des vallées secondaires comme la vallée du Cavo et de l'Oz. Donc, si vous préférez, pourquoi le choix de travailler sur des vallées? Tout simplement, en fait, ce n'est pas un choix qui a été fait au hasard. Pourquoi? Parce que les vallées sont les axes naturels de circulation, donc qui vont permettre aux différentes populations de se déplacer d'un territoire de plaine à un territoire de montagne. Et si sur un territoire vaste, on va avoir des vallées secondaires, elles peuvent être les axes de circulation principaux pour certaines populations. Par exemple, on va avoir la vallée du Cave, qui est l'axe principal sur la commune de Tsons, puisqu'il permet de rejoindre, donc voilà, là vous avez la commune de Tsons qui est pour voir un petit peu, donc ça va permettre de rejoindre Sainte-Lucie de Porto Vecchio, la plaine, à Tsons, donc la montagne, et inversement. Donc, comme vous voyez, c'est une commune qui a gardé son territoire de montagne et de bord de mer, et la vallée du Cave, qui est ici, elle est limitée par la chaîne de montagnes du V, la Cou, au nord-ouest, et elle est ouverte vers l'est par les 2 affluents principaux de la rivière du Cave. Donc, on peut voir ici les limites de la vallée, ainsi que la zone de montagne, qui est aussi délimitée. Entre ces 2 zones, on va trouver un point de bascule, donc avec Boca Castiduccio, qui est un endroit sur lequel je vais revenir après. Et déjà, voilà, pour présenter un petit peu la vallée. Ensuite, au niveau de la carte archéologique, sur la commune de Tsons, on va avoir un peu plus de 70 entités archéologiques et ou vernaculaires, et dont la plupart vont se situer en bord de mer, donc qui peut s'expliquer par une forte anthropisation. Ensuite, on va avoir quelques sites de montagne qui sont déjà analysés pour certains par François de Lanfranc comme étant des zones de pâturage. Et on va retrouver un seul site connu pour le moment, enfin au moment de l'étude, quand j'ai commencé à étudier la carte, au niveau de la vallée du Cave. Toutefois, quand on utilise une méthodologie de lecture de paysage, on se rend compte lorsqu'on est sur la pointe d'Arras, donc c'est-à-dire l'endroit le plus au sud, je ne sais pas si on voit la souris, non. Pardon. L'endroit le plus au sud de la commune de Tsons, c'est-à-dire, je vais vous remontrer là, l'endroit le plus au sud. Quand on est sur la pointe d'Arras, c'est pas la vallée du Cave qu'on va voir, ça sera la vallée de l'Oz. Donc, à ce moment-là, la vallée de l'Oz, si on peut l'analyser comme étant le deuxième axe, l'axe secondaire de circulation
de la commune de Tsonta, puisqu'elle permet de rejoindre les hameaux de Pachoni, Tolier de Carabonne. Elle est toutefois l'axe principal de circulation entre Lecce et Sangavino di Carbine. Et je tiens juste à préciser que Sangavino di Carbine, Lecce, est né d'une répartition entre Sangavino, Tsonta et Porto Vecchio en 1782. Donc voilà la limitation des communes. Et la vallée de l'Auze c'est limité comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, au nord-ouest, on va avoir le Diamante qui va limiter la vallée de l'Auze. Au sud-ouest, on va avoir à Punta di Ucorbo et l'ouverture va se faire sur la mer dans les baies de Saint-Cyprien et de Stagnoles. Donc, ce qu'il y a d'important, bon, là aussi, vous voyez, j'ai mis, il y a 2 zones, donc la vallée et la zone de montagne, mais on se rend compte du coup que ce n'est pas seulement sur 2 communes que la vallée du Cave se situe, on va aussi avoir la vallée de l'Auze, on va aussi avoir on va avoir à un moment donné la vallée de l'Auze actuellement sur la commune de Porto Vecchio. Bon, là aussi, au niveau de la carte archéologique, c'est à peu près 70 entités archéologiques qui sont recensées. Encore une fois, la majorité va se retrouver en plaine, mais là, contrairement à la vallée du Cave, on va retrouver plusieurs sites, on va retrouver quelques sites déjà dans la vallée de l'Auze qui sont connus. Alors, au niveau des sites, j'ai trouvé, du coup, que dans le cadre de ces prospections, 20 sites qui ont pu être découverts, et j'ai pu revenir sur un site connu. Je fais le choix de ne vous présenter que certains sites qui sont pour moi assez représentatifs. Donc, on va avoir 2 types d'occupations, des occupations que je qualifie de ponctuelles. Pourquoi? Parce que on va avoir soit une seule période d'occupation, soit la période est indéterminée, ou alors des sites où on va retrouver une occupation diachronique. Donc, au niveau des sites d'occupation ponctuels, je vais vous présenter un site de l'âge du bronze, 3 sites contemporains, ainsi que 4 sites indéterminés. Ça va plus vite que moi. Donc, au niveau des sites de l'âge du bronze, on va avoir le site de Flaskic, qui est dans la vallée du Cave. Donc, on a pu retrouver donc, sur ce site, on va avoir plusieurs abris sous roche aménagés, un taphone, des arrangements de pierre. Dans le taphone, on a pu retrouver 3 tessons céramiques qui nous permettent de dater le site, un galet à proximité d'abris aménagés. Il faut savoir qu'on est sur un mamelon rocheux au-dessus de la rivière, donc le galet, c'est forcément quelqu'un qui l'a amené par là. Et ensuite, c'est un endroit qui a été découvert par quelqu'un qui est de la vallée. Donc l'informateur, quand il m'en a parlé, il m'a expliqué qu'il avait aussi trouvé un déchet de fonderie sur place. Donc, ce qui nous permet de penser que les arrangements de pierre sont peut-être des fours, mais le déchet de fonderie a été récupéré par quelqu'un de son association, puisque c'est une association qui met en valeur la vallée du Cave. Et du coup, la personne doit me donner le déchet de fonderie. Ensuite, au niveau des sites d'occupation contemporaine, on a 2 types d'occupation. En fait, sur ces 3 sites qui sont présentés ici, on va avoir une occupation pastorale avec, par exemple, le Pachal d'Ilaltura, qui est en fait le dernier Pachal sur la commune de Tsonta, puisque c'est le dernier Pachal avant le point de bascule vers Bavé, là, donc par le V, là. Et donc, c'est un Pachal qui est connu, que j'ai pu retrouver grâce au plan terrier. Et je n'ai retrouvé aucun informateur qui a été capable de me donner quelques petites informations au niveau de ce Pachal. Donc, est-ce que ça fait très longtemps qu'il n'est plus utilisé? Aujourd'hui, il ne reste plus que ce mur et les traces d'une fondation, enfin, de ce qui pouvait être une fondation, de ce qui pouvait être un casier, dont une bergerie. Et après, toujours sur une occupation pastorale, on va avoir le Pachal du Castiduccio. Donc là, le mot Castiduccio, automatiquement, on se dit, ça nous renvoie à un castel, alors qu'en fait, pas du tout, c'est le nom de la montagne. C'est par rapport à la forme de la montagne qu'on a nommé l'endroit comme ça. Donc on est sur le point de bascule entre le haut de la vallée du Cave et le village de Tsonta. Et c'est la station la plus importante, la plus connue par les gens du village. Donc, on retrouve à cet endroit-là plusieurs traces, comme vous pouvez le voir sur les photos,
fait, c'est pas un endroit où il y a la foudre qui tape, donc c'est pas tout à fait normal de retrouver ces amoncellements de pierres, ces traces de pierres, ces vestiges comme ça, comme si quelque chose s'était effondré. Ensuite, on va avoir sur au lieu dit Prunet une trace d'occupation forestière, d'exploitation forestière, avec un vase à pois presque entier qui a été retrouvé au lieu dit Prunet. Donc, c'est quelque chose qui est courant de retrouver dans nos forêts, surtout en Altarrock, surtout autour de Tsons, parce qu'il y avait plusieurs scieries. Et donc, la vase à pois, à quoi ça servait on récupérait en fait la sève des pins et on pouvait avoir comme ça, on obtenait en fait une résine qui nous permettait d'étanchéifier par exemple des coques de bateaux. Et voilà, donc c'est certainement un forestier, un exploitant forestier qui l'a laissé sur place, qui a laissé sur place cet objet. Ensuite, au niveau des sites indéterminés, je vais vous présenter donc les sites de Pichadia, Digou 1, 2 et 3, donc qui sont dans le haut de la vallée de l'Auze. Donc Pichadia, Digou 1 et 3 sont matérialisés par des abris sous roche aménagés. Et ensuite, Pichadia, Digou 2 est matérialisé par un arrangement de pierre en couloir, ainsi qu'un galet qui a été retrouvé à proximité de cet arrangement de pierre en couloir. On est sur le chemin de transhumance permettant de relier Sangavin ou Dicarbini à Lich. Et Pichadia, pourquoi? Parce que c'est sur le sentier de randonnée qui permet d'aller jusqu'au point de vue pour voir la cascade qui porte ce nom. Et ensuite, on va avoir le site de Finage, là aussi dans le haut de la vallée de l'Auze, qui est matérialisé par un abri sous roche aménagé aussi. Aucun matériel n'a été retrouvé et on est en amont de l'actuel barrage de l'Hospédale. Au niveau des sites d'occupation diachronique, donc je vais vous présenter 4 sites d'occupation diachronique qui ont été au moins réutilisés à 2 périodes différentes. Donc le premier, c'est Pichadia Digou 4, du coup. Donc on est sur le dernier site avant la cascade de Pichadia, Digou. Donc ce site est matérialisé, donc on arrive, c'est un chaos granitique au-dessus de la cascade, au-dessus de la rivière. On va avoir un premier auvent, un abri aménagé, plusieurs abris aménagés en fait. Et entre le premier auvent et le premier abri aménagé, j'ai pu retrouver donc un tesson céramique, une boule d'ocre, ainsi qu'une rhyolite qui montre des traces de débitage. Donc, petite analyse, je pense que la rhyolite a été extrait et vient d'un filon qu'on retrouve à proximité, qui est actuellement dans le barrage de l'Hospédale, puisqu'il y a un filon de rhyolite comme ça dans le barrage de l'Hospédale. Donc, c'est le matériel, le tesson, surtout céramique, le tout petit morceau de tesson céramique, le tout petit tesson qui nous permet de donner une datation. Alors là, on est sur une occupation néolithique, mais en fait, cet endroit a été aussi un point, une station des bergers transhumants des périodes contemporaines. Donc, on voit que le site est utilisé depuis des périodes anciennes, mais a aussi été réutilisé là aux périodes contemporaines. Ensuite, un autre site qui est intéressant, mais qui aussi est dans la vallée du Cave, c'est le site de l'Aure. Donc le site de l'Aure, il est matérialisé par plusieurs aménagements. Donc on va avoir, lorsqu'on arrive sur le site, donc qui est un pachal qui est recensé sur le plan terrier, 2 casiers qui sont présents. Puis 50 mètres plus bas, on va tomber sur un mur, puis sur un chaos. À côté d'un chaos, on va retrouver un arrangement, une structure ovalaire, et ensuite un arrangement de pierres à encorbellement juste en dessous. Donc au niveau de la structure ovalaire, on a pu retrouver un galet qui montre des traces de percussion. Ensuite, un tesson céramique qui peut être datable de l'âge du bronze. Et à proximité des casiers, on a pu retrouver 5 tessons céramiques donc, qui sont datables des périodes récentes. Alors, pour ce qui est de la structure ovalaire, est-ce que on peut penser à une structure, je dirais peut-être un habitat? Ça, je ne saurais pas dire. Enfin, ce qu'il y a de sûr, c'est que l'endroit, il est utilisé depuis au moins l'âge du bronze. Ensuite,
On va avoir le site de Bulgara, donc qui est au niveau Bulgara 2, qui est au niveau de Sangavino-di qui se situe sur le chemin permettant l'ancien chemin permettant de rejoindre Tsonsa-Sangavin. Donc on est dans un chaos granitique, là aussi, où on va retrouver à proximité de là où Roger Grosjean avait recensé une statue menhir en 1956, on va retrouver 2 abris sous roche aménagés. Le premier abri, on a pu retrouver 2 tessons céramiques qui vont ensemble et que l'on peut dater du bronze ancien. Cet abri doit être sondé par moi et Kevin Peshkilikini cette année. Et ensuite, on a un deuxième abri, donc là qui montre, qui est arrangé aussi sous forme de haut, avec une porte toujours, et qui était utilisé par des tailleurs de pierre qui travaillaient sur la zone. À proximité, on a pu trouver aussi dans un auvent une boule de dégraissant. Ensuite, dernier site d'occupation diachronique, et le plus important, je pense, donc c'est le site du barrage de l'Hospédale. Donc le site du barrage de l'Hospédale, il a été découvert dans les années 2000 par Alain Pasquet, dont je tiens à saluer la mémoire puisqu'il nous a quittés il y a peu. Et cette année, l'exceptionnelle sécheresse, après exceptionnelle, je ne sais pas jusqu'à quand, l'exceptionnelle sécheresse nous a permis d'aller plus loin dans l'inventaire de ce qui avait été trouvé, donc au niveau des entités archéologiques du plateau du Palahuisan. Donc on a une occupation sur un temps long, puisqu'on va avoir une occupation au néolithique avec des vestiges d'obsidienne, une occupation au second âge du fer et à l'Antiquité avec des céramiques notamment puniques et italiques. Je reprendrai donc la note qui avait été faite par Laurent Casanova, puisqu'il était venu sur place avec Laura Manca, car il y avait énormément de vestiges. Au moment quand je suis allée sur place, il y avait énormément de données, donc j'ai fait intervenir les membres du SRA. Donc, au niveau des céramiques italiques, on est sur des amphores gréco-italiques, et ensuite, au niveau des céramiques puniques, on est peut-être sur des nord-africaines, ibéro-puniques, et qui sont un type d'amphore qui est très peu répandu en Corse et connu seulement à Aler et absent des sites d'occupation indigène de la même période. Ensuite, on va avoir une occupation plus récente, donc qui est avec une forte présence de tessons de vase à pois, ainsi que plusieurs aménagements. Pour que tout le monde comprenne ce qui a été recensé, donc on a 5 abris aménagés, 26 aménagements autres, 92 zones de prélèvement antiquité âge du fer, 63 zones de prélèvement de vase à pois, 3 obsidiennes débitées, 2 meules en basalte, une faucille et une scorie. Donc la multitude de vestiges et l'ampleur du site va nous amener à nous interroger quant à l'utilisation et l'occupation de ce plateau aux périodes antiques. La présence de céramiques puniques, notamment tout importé, et surtout à cette altitude, c'est une première, puisqu'on est à presque 1000 mètres d'altitude. Donc est-ce que le plateau du Palahuisan aurait peut-être aussi eu un potentiel géographique en ces moments de conflit? Il est le premier plateau qui permet l'accès aux zones de montagne des différentes vallées de l'Alta Rocca. Donc, est-ce qu'il y a une position stratégique? Est-ce qu'on est sur une zone d'échange? Dans les cahiers de la FAGEC, Roger Boinard et Geneviève Morakini-Mazel avaient recalqué, je dirais, avait localisé dans le cahier de la Fagette qui était dédié à la vision de la Corse par Ptolémée, avait localisé en haut de la vallée de l'Auze la ville d'Alista. Et seule une étude approfondie du site pourrait nous permettre de donner une réponse à toutes ces interrogations et que pose l'utilisation du plateau à ces périodes. En tout cas, pour ce qui est du néolithique, il devait certainement s'agir d'une zone de pâturage. Et pour ce qui est des périodes plus récentes, la présence de vases à pois va traduire donc d'une exploitation forestière de la zone. Donc, pour conclure, cette première campagne de prospection, elle nous permet de retracer, elle nous permet en fait de voir que les axes de circulation, ils ne sont pas seulement parcourus, ce sont aussi des zones habitées, puisqu'on va retrouver, et ce pour toute période, des vestiges d'aménagement.
Nous avons pu, à l'aide des différents points et des différentes stations, retracer les chemins de communication. Et malgré le fait que certains sites ne soient pour le moment pas datables, on comprend bien que ces zones sont occupées de façon diachronique. Même si cette première campagne me permet de répondre à me permet en fait d'observer plusieurs aspects du territoire de l'Alta Rauca, d'autres campagnes de prospection diachronique vont être nécessaires afin d'appréhender au mieux l'occupation de l'Alta Rauca depuis la préhistoire. Je vous remercie.